C'est évidemment un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de ce journal. Certains acteurs politiques de la mouvance présidentielle ont organisé ce mercredi une causerie débat à Cotonou pour se prononcer entre autres sur la charte des partis politiques. Nous en parlerons dans cette édition. Le photojournaliste béninois Bob Chakouri est décédé lundi dernier. Certains confrères ont témoigné sur l'homme le plus capé en participation en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique dans son domaine au Bénin. Au Soudan, le chef de l'État, Omar El-Béchi, a été destitué par l'armée. Vous en saurez davantage dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a fait une déclaration de presse ce 11 avril 2019 à l'ouverture de la campagne médiatique des élections législatives du 28 avril 2019 devant les responsables des médias au Bénin. Adam Bonitessi, président de la HAC, a rappelé le rôle des médias dans cette période sensible, le code de déontologie de la presse du Bénin, les conventions signées par les organes audiovisuels, la loi portant libéralisation de l'espace audiovisuel, le code de l'information et de la communication, la loi bien sûr portant sur le numérique au Bénin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, certains acteurs politiques de la mouvance présidentielle ont organisé ce mercredi une causerie débat à Cotonou pour se prononcer sur la charte des partis politiques, le code électoral et l'actualité politique nationale. Suivons ici le point avec Laurent Roland, Tony Kesséfiak Voitan. Permettre aux citoyens de comprendre les implications de la charte des partis politiques, le code électoral et les entretenir sur l'actualité politique nationale, c'est ce qui a motivé la tenue d'une causerie débat au Champ d'Oiseaux de Cotonou ce mercredi 10 avril 2019. L'honorable Orden Aladati, l'ancien ministre Gaston Zossou et Dame Laurentine Adossou Davor se sont durant 3 heures prêtés à l'exercice d'explication. La vulgarisation des textes de loi. Ce n'est pas l'œuvre des députés simplement, c'est l'œuvre de tout le monde. Dès que nous avons voté la loi, même le cercle Goa, tout le monde devrait se l'approprier. Les députés aussi. Du quitus fiscal à la caution, rien n'a été occulté pour expliquer à cette séance les avantages du code électoral et de la charte des partis politiques, mais également les problèmes posés par l'opposition. Nous avons parlé de quitus fiscal. Aujourd'hui, par exemple, il y a une partie de la classe politique qui estime oui, nous avons été toujours d'accord avec le quitus fiscal. Faux. Les amis de l'opposition, par exemple, ont combattu le quitus fiscal. L'autre chose, c'est la caution. Elle paraît exorbitante. Mais nous voulons régler un problème. On a demandé aux députés d'avoir payé 3 millions, députés titulaires et suppléants. Quand vous prenez 3 millions, c'est les indemnités d'un député, 1 mois et demi d'indemnité. Qu'on lui dit de payer pour lui et pour son suppléant. Et ces sous-là, c'est à rembourser. Ce n'est qu'une caution, c'est à rembourser. Quand on est un parti et que c'est les progressistes, quand vous prenez les progressistes qui sont de la social-démocratie, ils sont un peu choqués par le rôle de l'argent. Mais nous avons un problème urgent à régler et on est obligé de régler ce problème. Et je vous dis, ce n'est pas exorbitant. Je dis, le député, s'il est élu, ça fait 1 mois et demi de ses indemnités, le député n'ayant pas de salaire. Nous avons cherché le consensus aussi par rapport au code, un séminaire et tout ça. Et à l'aboutissement, certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Qui sont ceux qui sont pour, ceux qui sont pour, qui sont contre. Ceux qui ont été pour, ça fait autour de 60 personnes. Ceux qui ont été contre, c'était une vingtaine. En démocratie, lorsque vous avez fini de discuter, la minorité se plie à la majorité, à condition que le processus soit inclusif. Et le processus, il a été inclusif. Voilà ce qu'on a mis dans la charte. Gaston Zossou, prenant la parole en appui à l'honorable Orden Aladati, s'est prononcé sur l'actualité politique nationale. Les participants à cette causerie débat, appréciant cette initiative, n'ont pas manqué de poser des questions, mais également ont souhaité que de telles initiatives soient multipliées et organisées en langue nationale pour informer les populations analphabètes. Ce qui ne manquera d'ailleurs pas à cette première séance.
Laurentine Adossou Davor, à la suite de l'honorable Orden Aladati et Gaston Zossou, a entretenu les femmes pendant une trentaine de minutes en langue nationale fon. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 10 avril 2019, vous le savez, sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. De nombreuses décisions ont été prises. Suivons ici le compte-rendu du Conseil des ministres présenté par Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 avril 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, mise en place de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA. L'opérationnalisation de cette agence permettra de relever à terme les défis actuels et futurs afin de faire face aux nouveaux enjeux du secteur, l'objectif visé étant de rendre notre agriculture plus compétitive. Agrément de société au régime préférentiel du Code des investissements. Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Dongako Textile Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de textiles, de la société Dongako Raffinerie d'huile végétale pour son projet d'installation d'une usine de fabrication d'huile végétale, de la société Dongako Savon Détergent Cosmétique Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de savon de toilette, de savon de lessive et de détergent, et enfin de la société Dongako Papier Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de papier rame et de papier toilette. Cession des usines de décortiquage du riz paddy de Malanville et de Glazoué au profit de la société de transformation de riz Sobetri SA. Protection de la façade maritime et de certains postes frontaliers terrestres du Bénin. L'opération, qui vise principalement à renforcer la sécurité autour de nos frontières et du port autonome, permettra de construire un nouveau centre national de contrôle maritime à Cotonou, renforcer la surveillance et la protection des navires locaux contre les effets de la piraterie, surveiller les zones de pollution et détecter les pollutions en mer, améliorer la sécurité et la sûreté du trafic maritime sur le lac Nokoué et nos rivières intérieures. Autre information dans ce journal, les travaux entrant dans le cadre de l'Assemblée générale nationale élective de l'amicale des militaires retraités du Bénin ont démarré dans la matinée de ce mercredi 10 avril 2019. C'était à l'amphithéâtre colonel Gaston Korovi au camp Guizo que les 10 travaux ont été lancés officiellement par le colonel Montan Kerekou, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale. Plus de précisions dans ce reportage de Kano François Humbadinto. La revue des troupes, une étape qui a marqué l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées béninoises et le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale pour la cérémonie d'ouverture des travaux qui entrent dans le cadre de la 3e Assemblée générale élective de l'amicale des militaires retraités du Bénin, AMIREB. Une cérémonie qui a connu la présence de toutes les catégories confondues de militaires retraités, des officiers supérieurs du haut commandement militaire béninois. Le général Mathieu Boni, président sortant du bureau exécutif national de l'AMIREB, a saisi l'aubaine pour faire une brève genèse de l'amicale. Dans le but de perpétuer les rapports de solidarité et de la bonne camaraderie qui les ont unis tout au long de leur carrière, les militaires retraités de toutes catégories confondues, officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers militaires du rang, souciés de s'unir pour mieux défendre leurs intérêts matériels et moraux, se sont réunis les 21, 22 et 25 avril 1995 pour créer l'amicale des militaires retraités du Bénin. La mission assignée au Bureau exécutif national par l'Assemblée générale constitutive était d'œuvrer pour le rétablissement des droits des militaires retraités du Bénin du fait d'une mauvaise interprétation des textes de loi en vigueur.
Il n'a pas occulté de fait qu'il des difficultés auxquelles se font face les hommes en âme une fois admis à la retraite. La montée vertigineuse du coût de la vie et des soins de santé dans notre pays hypothèque dangereusement le pouvoir d'achat des retraités. Il convient toutefois de mettre un accent particulier sur les conditions de vie des militaires de rang retraités dont la pension est inférieure au SMIC national. Cette situation mérite une correction par une loi modificative du Code des pensions civiles et militaires afin que toute pension de retraite inférieure au SMIC soit portée à ce niveau. Le colonel Monton Kérékou, représentant du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, a invité ses pairs à ne pas perdre de vue la mission première de la MIREB qui est la défense des intérêts matériels et moraux des militaires retraités afin de maintenir l'élan fraternel de solidarité et d'entraide entre retraités du métier des armes. Il a ensuite, au nom du ministre, félicité les membres du bureau exécutif national sortant pour le travail abattu durant leur mandat. Je présente nos félicitations et remerciements à tous les membres du bureau exécutif national et à son président qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la vie de l'organisation. À preuve, nous voici au 3e Assemblée générale élective pour faire le bilan du chemin parcouru. Certes, ce n'est pas facile de faire vivre une amicale, mais le bureau exécutif national de l'amicale a fait montre d'un dynamisme à nul pareil à travers des activités et actions. Les travaux ainsi lancés, les membres du bureau exécutif national sortant ont d'abord démissionné devant l'Assemblée. La nouvelle équipe qui sera élue présidera les destinées de la dite amicale pendant les 5 prochaines années. Et je vous l'annonçais en titre, vous le savez, le photojournaliste béninois Bob Chakouri est décédé lundi dernier et inhumé mardi matin au cimetière musulman de PK14. Certains confrères ont accepté témoigner sur ce photojournaliste, d'ailleurs le plus capé en participation en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique dans son domaine au Bénin. Suivez plutôt. Je retiens de Bob Chakouri beaucoup de choses. D'abord, nous avons beaucoup bourlingué, nous sommes allés à plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique, des Nations et de Coupe du Monde. Je ne me vante pas, je bats le record de participation à une phase finale de Coupe d'Afrique, des Nations et du Monde. Bob, en tant que photojournaliste, bat également le record de participation au Bénin, en tout cas en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde. Donc j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'il était toujours derrière moi. Et sur l'aire de jeu, pour prendre les photos, c'est l'homme qui était toujours souriant, c'est l'homme qui animait, c'est l'homme qui, ma foi, avait des anecdotes. Et surtout, c'est l'homme de la médiation, de la négociation, c'est l'homme qui n'aimait pas les histoires. Mais il était toujours là. Lorsqu'il y a des problèmes, il était toujours présent pour régler ces problèmes, pour régler les différends. Qu'est-ce que je retiens encore de lui? C'est que sur le plan professionnel, c'est le monsieur qui était au pas. Il faisait tout pour avoir le bon matériel, il faisait tout pour prendre la meilleure photo et il faisait tout pour être bien avec tous les collègues. C'est rare, hein? Et voilà, malheureusement, il est parti et il nous a laissés. Et je suis en train de pleurer encore. Et mon cœur saigne. Parce que Bob, il n'y en a pas beaucoup. Bob, c'est le tchatcheur. Bob, c'est le connaisseur. Bob, c'est l'homme à tout faire. Bob, c'est l'homme qui connaît. C'est la vérité. Et lorsqu'il s'agissait de traduire, de faire des traductions anglais, français, c'est le monsieur qui était toujours disponible.
C'était un choc. Bob Chagouri, il est le président de notre union. L'union des reporters d'images sportives du Bénin. Il est le président. Je suis son chargé de communication. On a appris à le côtoyer. Nous apprenons de lui parce que, vu son ancienneté, nous puisons dans son carnet d'adresse, nous puisons dans son savoir-faire, afin de parfaire aussi ce que nous faisons. Voilà quelqu'un, tant bien même qu'on peut dire qu'il a eu une icône. Bon, on dit l'homme n'est pas parfait. Mais moi, étant un petit par rapport à lui, je ne le trouve pas de faille. Parce que des conflits naissent. Et c'est lui qui règle les conflits. Même pour les accréditations, c'est lui qui se met tout le temps devant pour aller les chercher. C'est lui qui se charge de la distribution des accréditations, des chasubles, même sur le terrain, le positionnement de chacun, même que cela soit déjà des choses que nous connaissons, mais c'est lui qui nous dit, écoutez, soyons un exemple, enfin qu'on ne nous trouve pas de faille. Donc son départ, vraiment, c'était un coup. C'est un coup pour nous. En interactualité au Soudan, le chef de l'État Omar El-Béchir a été destitué par l'armée. Dans une déclaration à la télévision publique, le ministre soudanais à la Défense a annoncé la révocation du régime et l'arrestation des dirigeants. C'est un conseil militaire qui va administrer le pays pour une période transitoire de 2 ans, nous informent nos confrères de RFI. Plus de précisions ici avec nos confrères de RT France. Une accumulation aujourd'hui de petits problèmes qui ont poussé Omar El-Béchir vers la sortie et surtout le fait qu'il a été lâché par son armée. Ce n'est pas rien, il est arrivé au pouvoir par coup d'État. Ils se sont mis du côté, ils se sont rangés du côté du peuple, vu que la contestation ne baissait pas d'intensité et qu'elle avait déjà produit ses fruits en Algérie. Donc ils savaient que la chute était inéluctable et donc il valait mieux contrôler le dérapage plutôt que de le subir et c'est ce qu'ils ont fait, je pense, en renversant Omar El-Béchir. Quelques 700 militaires français et 150 Maliens mobilisés. Une offensive de la force Barkhane a été lancée fin mars aux confins du Gourma malien centre-est, sanctuaire de plusieurs groupes armés. Reportage dans le convoi des blindés convergeant vers le point de départ de l'opération. Avec Toulouse, 100% embarqué. On fait là en avant. Une trentaine de véhicules blindés et de camions de ravitaillement s'élancent sur la RN16 entre Gossi et Ombori, au centre du Mali, dans le Gourma, zone frontalière du Burkina Faso. Nous sommes le 27 mars et plusieurs centaines de soldats français convergent aux portes du pays d'Ogon pour le lancement d'une vaste opération, la première de cette envergure dans la région pour la force Barkhane. Chaque arrêt est l'occasion d'une vérification minutieuse de la zone. Ici, une buse sous la route doit être inspectée. Principale crainte des soldats, les mines, généralement actionnées à distance, comme celle qui coûtera la vie à un médecin militaire, quelques jours plus tard, un peu plus au sud. À l'intérieur des véhicules blindés, pas de climatisation, mais de la bonne humeur. Dédé, Corbiche, Flo, des soldats du 126e régiment d'infanterie pour la plupart. Ils ont quitté Brive-la-Gaillarde depuis février et sont en opération extérieure pour 4 mois. Pour Kevin, 22 ans et bientôt papa, c'est la première OPEX. Chez moi, j'ai décidé de faire ce métier-là parce que déjà, j'aime le risque, j'aime le fait de dire aussi au final que je protège mes proches, que je sers mon pays, que j'aide mon prochain, que j'aide mes anciens, etc. Et que je suis, quoi. Il y a des gens qui sont battus pour qu'on puisse être là. Donc je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas prendre la même voie, en fait. Ce que j'aime bien quand on est en OPEX ou que ce soit sur le territoire, en fait, c'est la cohésion, en fait, la vie de famille en fait, qu'on a ici à l'armée. En fait, c'est pas donné à tout le monde. La vie du convoi, ce sont aussi des temps morts. Quand il faut s'arrêter pendant plusieurs heures, les soldats jouent aux cartes ou aux échecs. Des moments qui forgent aussi l'esprit de groupe. Le convoi s'installe pour la nuit, en base avancée provisoire. Les véhicules blindés servent de protection au campement pour une nuit à la belle étoile. Un peu de lecture, après un bon dépoussiérage des armes. Au Sahel, le sable s'immisce partout. C'est reparti pour un tour. On attend le top départ et puis on verra bien. Au petit matin, le convoi se remet en route. Encore 35 km à parcourir.
Là, on a passé la nuit sur zone. Là, on va reformer la rame des véhicules pour se diriger vers Ombori. 3 heures de route supplémentaires seront nécessaires pour rejoindre la base des forces armées maliennes qui sert de point de départ à cette opération majeure. La végétation change, quelques reliefs commencent à apparaître et avec eux les craintes d'un terrain plus complexe. Plus on se rapproche de la frontière avec le Burkina Faso, plus les groupes armés terroristes sont présents. On traverse enfin la ville d'Ombori avec ses hôtels, témoins d'une époque plus propice au tourisme. Le paysage est à couper le souffle, mais pour les soldats, pas le temps de l'admirer. Manger, corniche, parce qu'on repart très vite. Une ration militaire et il faut se remettre en route. Inutile de chauffer les conserves, par plus de 40 degrés à l'ombre, au plus fort de la saison chaude, elles sont à point. Préparez les optiques de nuit, parce que ça va finir, il fera très vite nuit. Une photo de groupe, avant de partir, fiers et vaillants, telle est leur devise. Les hommes du 126e ERI sont prêts, l'appui aérien également. 2 semaines plus tard, l'armée française officialise le bilan de cette opération. La force Barkhane, aidée par l'armée malienne, a démantelé un camp d'entraînement et une plateforme logistique et plus d'une trentaine de djihadistes ont été neutralisés. Julian Assange a été arrêté à Londres ce jeudi. La police britannique a confirmé dans un communiqué l'interpellation du fondateur de Wikileaks au sein même de l'ambassade d'Équateur où il était réfugié depuis 2012. Il faut préciser que l'Équateur a mis fin illégalement à l'asile politique accordé à Julian Assange. Suivez plutôt. J'aimerais remercier le Metropolitan Police d'avoir accompli sa mission avec un grand professionnalisme et saluer la coopération du gouvernement équatorien pour la résolution de ce problème. Monsieur le Président, cela montre qu'au Royaume-Uni, personne n'est au-dessus des lois. Et puis Giovanni Parascandolo, 23 ans, est passionné de voitures d'époque. Depuis 2 ans, elle restaure des Fiat 500, des automobiles qui ont le double de son âge. De ce hobby, elle espère faire un jour son métier. Reportage. C'est au volant de sa Fiat 500 entièrement rénovée de ses mains que Giovanna retrouve son terrain de jeu. Dans ce hangar, elle rénove l'un des plus célèbres modèles italiens de voitures. Une passion née lorsqu'elle s'est assise pour la première fois au volant de celle qu'on surnomme le pot de yaourt. Je l'avais toujours vue de l'extérieur en me baladant dans Rome, et j'ai toujours trouvé que c'était des voitures drôles, rien de plus. Quand je suis rentrée dedans, en revanche, j'ai pensé « elle est incroyable cette voiture ». Du haut de ses 23 ans, cette jeune Romaine n'a pas hésité à se salir les mains pour apprendre seule à restaurer ses voitures qu'elle récupère rouillées et inutilisables. Giovanna a mis 2 ans pour retaper la sienne, achetée 2 000 € à peine. Au départ, j'ai cherché sur Google « Pourquoi Fiat 500 ne démarre pas ?» De là est née une année d'études, dans des livres, des recherches sur des forums, et j'ai appris énormément en démontant les pièces. C'est désormais au tour de cette Fiat 500 de 1968 de passer entre les mains de l'experte. Elle espère la vendre environ 10 000 €, mais il y a encore du travail. 3 mois, j'espère arriver à la faire en 3 mois. Diplômée en architecture, Giovanna n'a pas encore trouvé le moyen de vivre de sa passion, mais elle envisage l'avenir avec confiance. C'est vrai qu'il y a la crise, mais selon moi, c'est justement parce qu'il y a la crise qu'il faut être capable de regarder plus loin, de se réinventer un travail, un futur, dans un monde qui a clairement changé. Si la Fiat 500 reste son premier amour, Giovanna s'attaquera bientôt à d'autres véhicules de collection, comme les combis Volkswagen. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci et bonne suite de nos programmes.